Alors, troisième exercice, il vous dit, c'est un exercice de réflexion, il vous dit quand du bicarbonate NaH14CO3 est injecté à des rats à jeun depuis 24 heures, donc à jeun depuis 24 heures, une quantité importante de radioactivité est retrouvée dans le glucose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a injecté cet élément radioactif qui est le bicarbonate marqué au carbone 14 de sodium. On l'a injecté à des rats. On les a bien sûr à jeun pendant une période suffisamment longue de 24 heures. Et on verra l'importance justement de ce pourquoi on a essayé de soumettre les rats à un jeûne prolongé de 24 heures. Une quantité importante, ça c'est une observation, c'est l'expérience qui le dit, en fait une quantité importante de radioactivité est retrouvée dans le glucose. Ça c'est le constat. On a injecté du bicarbonate à des rats à jeun et par la suite on a remarqué la formation du glucose déjà, et ce glucose, elle est marquée. Donc ce marquage, justement, il ne peut venir que de bicarbonate radioactif. C'est normal, c'est l'élément radioactif utilisé. Alors, la première question, il vous dit, chez les animaux à jeun, depuis 24 heures, d'où provient le glucose? Ça veut dire, quelle est la voie qui permet de synthétiser ce glucose. Et puis, deuxième question, il dit, dans l'expérience évoquée ci-dessus, doit-on s'attendre à retrouver de la radioactivité du carbone 14 dans le glucose? Comment l'expliquez-vous? Si, effectivement, on s'attend à voir de la radioactivité dans le glucose, il faut dire pourquoi. Et si on ne s'attend pas à avoir du marquage au carbone 14 dans le glucose, il faut dire aussi pourquoi. Alors, ici, pour la réponse à la première question, le glucose, il ne peut venir que des substrats non glucidiques, rappelez-vous, qui permettent la synthèse du glucose. On dit des substrats non glycogéniques ou des substrats non glycosidiques. C'est la même chose. On dit des substrats non glycogéniques ou bien des substrats non glucidiques. Et justement, ces substrats, ils sont, on les appelle les précurseurs. Vous avez le pyruvate, vous avez le lactate, vous avez aussi les acides aminés, tels que l'alaline, par exemple, et enfin, vous avez le glycérol. Nous l'avons vu tout à l'heure quand on a parlé de ce mutant mutant en PFK qui utilise que le glycérol comme substrat carboné. Peut utiliser le glycérol comme substrat carboné. Et la voie qui permet justement de transformer ces substrats vers le glucose, c'est la voie neoglycogénique. Ça veut dire la voie de synthèse de glucose nouveau. Nouveau, ça veut dire du glucose de synthèse. Et principalement, nous l'avons vu, principalement dans le foie, un peu dans les reins, mais principalement dans le foie. Et pourquoi justement 24 heures? Pour être sûr que tout le glucose, on va le voir dans d'autres exercices, pour voir que tout le glucose qui est accumulé doit être dégradé pour ne pas créer justement de confusion entre le glucose qui vient de la diète, ça veut dire résiduel, avec le glucose de synthèse. C'est pour ça on va les jeûner pendant 24 heures pour être sûr que tout le glucose qui venait de la diète ou qui s'accumulait a été totalement transformé. Donc ici, la voie, c'est la voie glycogénique, neoglycogénique, et les substrats, c'est le glycérol, c'est le lactate, c'est le pyruvate, et c'est les acides aminés tels que l'alaline. Alors, pour la deuxième question, il vous pose la question, en fait,
dans l'expérience évoquée ci-dessus, doit-on s'attendre à retrouver du carbone 14 dans le glucose? Comment l'expliquez-vous? Ça, c'est... Voilà. Déjà, il pose la question, doit-on s'attendre à retrouver du carbone 14? Si c'est oui, il faut dire pourquoi. Sinon, il faut dire pourquoi. Donc, ici, vous avez bien sûr le pyruvate plus COH plus le bicarbonate en présence justement de l'ATP, il donne l'ADP plus le phosphate inorganique, et ça, c'est en présence de pyruvate carboxylase. Il donne de l'oxaloacétate ça, c'est l'oxaloacétate. Et puis après, il va y avoir l'autre réaction en présence de GTP pour avoir GDP et perte de CO2 et formation de CH2, C, COH, OP. Et ça, c'est phosphoénol pyruvate. Phosphoénol pyruvate. Donc, ici, comme vous le constatez, quand on écrit la réaction justement de la synthèse de phosphoénol pyruvate pour après avoir du glucose, ça veut dire la neoglycogénèse, la synthèse de glucose, vous voyez que, en fait, le CO2 ou le HCO3- qui est incorporé, il est libéré. Donc ce qu'on a ajouté, il est libéré. Et justement, théoriquement, si vous voulez, ce qu'on a ajouté ici, c'est bel et bien ce qu'on a enlevé ici. Par exemple, si on marque ici, par exemple, en marquage ici, c'est ça qui va être libéré. Donc théoriquement, on ne peut pas avoir de marquage radioactif dans le glucose. Donc effectivement, on ne doit pas obtenir de marquage dans la molécule de glucose, théoriquement. Mais l'expérience, qu'est-ce qu'il montre l'expérience? Il montre que le glucose est bel et bien marqué. Ça, on ne peut pas, je dirais, remettre en cause ça, parce que c'est prouvé, c'est juste. Donc il faut réfléchir, justement, pourquoi, en présence, justement, de carbonate de sodium marqué, on a le glucose qui est marqué. Alors qu'ici, par exemple, le marquage a été porté sur le COH, et après, par la décarboxylation, par l'enzyme phosphoénol pyruvate carboxykinase, l'enzyme qui va décarboxyler le CO2, pour libérer le phosphoénol pyruvate, normalement, il n'y a pas de marquage. Donc théoriquement, on va dire que on ne doit pas s'attendre effectivement à avoir de la radioactivité dans le glucose. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne faut pas imaginer que ces métabolites, ils vont emprunter une seule voie, où ils vont être, je dirais, utilisés par par une seule enzyme. Prenez
c'est un réseau métabolique, vous êtes en connexion avec d'autres voies métaboliques, et ici, justement, le phosphoénol pyruvate, l'oxaloacétate, CH2, CO, COH. En fait, il est en équilibre avec quoi? Avec une enzyme malate déshydrogénase en présence de NADH+, et en présence, ou bien la réaction elle est réversible dans les deux sens pour avoir en fait CO, CH2, CH, OH, COH. Et ça, c'est le malate. Et ça, c'est avec une enzyme malate déshydrogénase. Malate déshydrogénase. Et le malate, lui aussi, il peut être en équilibre, si vous voulez, avec quoi? Avec le fumarate. Le fumarate, avec le fumarate. Et justement, ici, l'oxaloacétate, une partie, il va être transformé en phosphoénol pyruvate, mais une autre partie, il va être en équilibre, en présence de l'enzyme malate déshydrogénase, entre l'oxaloacétate, en équilibre, en présence de l'enzyme malate déshydrogénase, avec le malate. Et le malate, il est en équilibre avec le fumarate, en présence avec une perte de la molécule d'eau, pour avoir le fumarate. Et qu'est-ce qu'on remarque dans le fumarate? On remarque effectivement que la molécule, elle est symétrique. Il y a une symétrie, de la molécule. Ce que vous avez sur la droite, c'est ce que vous avez sur la gauche. Et automatiquement, une fois que vous avez ici le fumarate, vous ne pouvez pas distinguer en fait la partie gauche de la partie droite. C'est la même chose. L'enzyme ne va pas faire la différence. Et statistiquement, vous pouvez avoir du marquage ici, comme vous pouvez avoir du marquage de l'autre côté. Donc en réalité, vous pouvez avoir, justement, si on fait le chemin inverse, puisque c'est des réactions en équilibre, le fumarate, qui est équilibré avec le malate, il va, bien sûr, le marquage va, au lieu de se retrouver ici, il va se retrouver là, il va se retrouver là, et puis une fois le malate, vous avez le marquage qui va être à ce niveau-là, il va à un moment donné se retrouver là, sur l'oxaloacétate. Et c'est plus ici, sur par exemple, le C4. Si on compte 1, 2, 3, 4, là le marquage il est sur le carbone numéro 4. Ici, grâce à ces deux réactions, le passage de l'oxaloacétate vers le malate et le malate vers le fumarate, au lieu que ça soit sur, par exemple,
le marquage sur le C4, comme ici, hein, il va être sur le carbone numéro 1. Et une fois il va être sur le carbone numéro 1, sur le malate, il va se retrouver avec l'oxaloacétate qui est marqué sur C1. Une fois que vous avez le oxaloacétate qui est marqué sur C1, ici, dans la réaction de décarboxylation, au lieu que c'est le CO2 radioactif qui se décomplexe, qui se décarboxyle, c'est plutôt le CO2 non radioactif qui va se décarboxyler et on va avoir le phosphoénol pyruvate, hein, le phosphoénol pyruvate qui va être en fait marqué sur ce carbone. Et puis bien sûr le phosphoénol pyruvate, il va être marqué jusqu'à bien sûr le glucose qui va être à la fin radioactif. Donc ça, c'est quelque chose qui vous montre en fait pourquoi justement le glucose va être radioactif. Et si on se réfère à ces réactions, normalement, on ne devrait pas avoir de marquage radioactif. Mais comme vous avez en même temps d'autres réactions enzymatiques telles que le malate déshydrogénase pour former du malate et du malate vers le fumarate, hein, et justement grâce à la symétrie de la molécule, vous pouvez avoir justement du marquage sur le carbone numéro 1, comme vous pouvez l'avoir sur le carbone numéro 4. Une fois que vous l'avez sur le numéro 1, vous avez cette réaction, elle est en équilibre avec le malate, et le malate, il est en équilibre avec l'oxaloacétate, et l'oxaloacétate, il va être pris par le phosphoénol pyruvate carboxykinase, hein, et qui va former le phosphoénol pyruvate qui est radioactif. Et une fois que vous avez le phosphoénol pyruvate radioactif, on a la formation de glucose qui est radioactif. Donc vous voyez ici, c'est en fait c'est la raison principale justement du marquage de glucose radioactif, c'est la présence de ces enzymes, hein, qui permettent d'avoir le malate et aussi le fumarate. Et une fois que vous avez le fumarate, grâce à sa symétrie, hein, la symétrie, hein, la molécule, on peut la diviser en deux. Hein, ce que vous avez sur la gauche, vous l'avez sur la droite. Et justement, vous avez autant de chances, en termes de probabilité, d'avoir le marquage sur le carbone 1, comme vous pouvez l'avoir sur le carbone numéro 4. Et par la suite, vous revenez en fait à l'oxaloacétate et grâce à la phosphoénol pyruvate carboxynase va libérer le CO2 non radioactif pour avoir le phosphoénol pyruvate radioactif et par la suite phosphoénol pyruvate jusqu'à en fait vous regardez toutes les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse de glucose et après vous aurez votre glucose qui est radioactif. Donc ça, en fait, c'est une façon de montrer pourquoi pourquoi votre glucose est marqué quand on utilise le bicarbonate ou le carbonate radioactif au carbone 14. Ok, alors dernier exercice, en fait c'est un exercice qui est aussi en relation avec le métabolisme de glucose. En fait il vous dit, sauf au cours d'un jeûne, hein, le cerveau consomme du glucose comme seul combustible métabolique. Il consomme alors jusqu'à 40% de glucose circulant dans l'organisme. En fait, ici, le cerveau, je l'avais dit en cours, est un gros consommateur de glucose. Hein, il consomme principalement de glucose.
principalement du glucose. Donc il faut l'alimenter constamment, hein, les organes justement, le foie, hein, elle est au service, si vous voulez, au cerveau pour l'alimenter en glucose, et il consomme jusqu'à 40% de glucose sérique qui circule. Elle est consommée, elle est absorbée par le système nerveux, par les cellules nerveuses. Donc il vous dit, en fait, ici, et ça, c'est pendant justement la période de jeûne. Hein, au cours du jeûne, le cerveau consomme du glucose comme seul combustible métabolique. Et il vous dit pourquoi l'exokinase, c'est-à-dire la première enzyme glycolytique qui permet de transformer le glucose en glucose 6-phosphate, il dit pourquoi l'exokinase sera telle l'étape limitante de la vitesse de la glycolyse cérébrale. Ça veut dire l'étape limitante, c'est quelque chose d'important, et les limitantes, ça doit passer par cette enzyme, et c'est ça qui va réguler, en quelque sorte, la vitesse des enzymes glycolytiques, ça veut dire de la voie glycolytique. Si l'exokinase est importante, ça veut dire la vitesse de la glycolyse est importante, et vice-versa. S'il est moins important, ça veut dire va être la vitesse de... c'est l'activité de l'exokinase est basse, c'est-à-dire l'activité glycolytique va être basse. Donc il vous dit pourquoi l'exokinase est la principale étape limitante de la vitesse de la glycolyse cérébrale. Dans les tissus comme le muscle, c'est la phosphofructokinase. Hein, ça veut dire dans le muscle, c'est plutôt la phosphofructokinase, hein, qui est l'étape limitante et non pas l'exokinase. Par contre, dans le cerveau, c'est plutôt l'exokinase. Il vous pose la question, pourquoi justement elle est l'étape limitante, hein, l'exokinase est l'étape limitante dans la voie glycolytique quand il s'agit bien sûr de cellules nerveuses. Alors que pour les cellules musculaires, c'est plutôt le PFK, la phosphofructokinase, qui est l'étape limitante. Alors ici, en fait, rappelez-vous, le cerveau, en fait, il consomme de glucose. Hein, c'est d'abord un gros consommateur de glucose, et puis il consomme principalement, il ne sait pas transformer les sucres phosphorylés, c'est plutôt le glucose simple. Hein. Alors ici, si vous voulez, comme le cerveau dépend de glucose sanguin, il stocke très peu de glucose sous forme de glycogène. Alors que dans le muscle, justement, vous avez dans le muscle de glycogène qui est stocké, qui est véhiculé vers les cellules, vers les cellules musculaires, et quand on a besoin de ce glucose, en fait, on va cataboliser le glycogène. Les cellules nerveuses, ils ne savent pas justement stocker très peu, ils stockent très peu de glycogène. Donc, c'est la source, en fait, énergétique, c'est pas le glycogène, mais plutôt le glucose. Alors, pour les cellules nerveuses, donc ça veut dire le point de départ, c'est quoi? C'est le glucose. Donc, s'il a besoin de l'ATP, donc il doit faire fonctionner la glycolyse, il est obligé de passer par justement la première enzyme qui est l'exokinase. Donc, plus l'activité d'exokinase est importante, plus l'activité glycolytique est importante. Plus l'activité d'exokinase est basse, plus l'activité glycolytique est basse. Comme le cerveau, je l'avais dit, il s'est transformé, le glucose est un consommateur de glucose, il ne stocke pas de glycogène. Et pourquoi je parle de glycogène? Parce que l'hydrolyse de glycogène, ou glycogénolyse, en fait, va libérer de glucose 1-phosphate et puis après de glucose 6-phosphate. Donc, une fois que vous avez le glucose 6-phosphate, vous n'avez pas besoin d'exokinase. Vous êtes déjà dans le produit de la réaction de l'exokinase. Donc, il n'y a pas lieu d'utiliser l'exokinase puisque tout de suite, vous vous retrouvez dans le glucose 6-phosphate. Mais ça, c'est dans les cellules musculaires. Par contre, dans le cerveau,
lui, il ne stocke pas le glycogène, donc il ne va pas y avoir de glucose 6-phosphate, il va y avoir que de glucose, et pour faire de la glycolyse, il doit passer par quoi? Par justement l'exokinase pour avoir le glucose 6-phosphate, et puis après un phosphate, puis fructose 6-phosphate, etc., etc. Et justement, ici, comme le cerveau dépend du glucose sanguin, il stocke très peu de glucose sous forme de glycogène, donc il ne va pas utiliser de glycogène, il va utiliser du glucose sanguin directement, qui est véhiculé par le sang. C'est pourquoi le substrat qui entre dans la voie glycolytique est du glucose. Et forcément, pour justement faire de la glycolyse, il doit coûte que coûte passer par l'exokinase. Donc plutôt que du glucose phosphorylé, ça veut dire le glucose 6-phosphate, c'est l'exemple des cellules musculaires qui vont utiliser, eux, la capacité, parce qu'il y a du glycogène qui est stocké, ils vont utiliser de glycogène en glucose 1-phosphate, et puis après, par l'isomérases, avoir le glucose 6-phosphate. Donc tout de suite, on se retrouve dans le glucose 6-phosphate. Est-ce qu'on a utilisé dans les cellules musculaires de l'exokinase? Non. Donc l'étape limitante, ce n'est pas l'exokinase, mais plutôt le PFK, la phosphofructokinase. Une fois que vous avez le fructose 6-phosphate, vous êtes obligé de passer par le PFK, phosphofructokinase, pour avoir fructose ainsi des phosphates. Donc ici, il n'utilise pas de glucose phosphorylé concernant les cellules nerveuses. La première étape du catabolisme du glucose dans le cerveau est catalysée par l'exokinase. Cette étape est donc l'étape qui détermine la vitesse de la voie. Dans les autres tissus qui dégradent de glycogène, en fait, c'est pour le glycogène, c'est plutôt en fait, on tombe sur le glucose 6-phosphate. Donc ici, tout simplement, dans les autres tissus, par exemple les cellules musculaires, ils vont dégrader le glycogène en glucose 6-phosphate, et tout de suite, on va se retrouver dans du glucose phosphorylé, donc on n'a pas besoin de l'exokinase. Par contre, dans les cellules nerveuses, on a besoin de l'exokinase. Alors, la deuxième partie de l'exercice 4, il vous dit en fait, l'exokinase cérébrale a un Km pour le glucose qui est 100 fois plus faible que la concentration de glucose circulant de 5 millimoles. Donc, le Km, l'exokinase cérébrale, on a vu l'importance, c'est important parce qu'il doit passer par l'exokinase pour transformer le glucose, et la première enzyme qui est sollicitée, c'est d'abord l'exokinase, quand il s'agit des cellules nerveuses ou l'exokinase cérébrale. Il vous dit 100 km et 100 fois plus faible, ça veut dire une affinité plus forte. Quand le km est faible, ça veut dire l'affinité est importante. Donc ici, est 100 fois plus il a d'affinité, l'exokinase, pour le glucose. Donc ici, la concentration de glucose, elle est de 5 millimoles. Donc la concentration de glucose résiduelle, si vous voulez, circulant, c'est 5 millimoles. Et il vous dit 100 km, elle est 100 fois, ça veut dire 0,05 millimoles. Donc ça montre en fait l'affinité importante de l'exokinase pour le glucose. Ça veut dire tout le glucose disponible dans le sang, il va d'abord vers le cerveau. Ça c'est physiologique. Le cerveau, il doit être alimenté, il ne doit pas attendre. Donc il doit être alimenté en glucose, davantage. Et il vous dit que, en fait, il est 100 fois plus faible que la concentration de glucose circulant. Donc ça montre l'exigence et l'importance du glucose pour les cellules nerveuses. Donc tout le glucose circulant, il est pompé principalement, il est consommé principalement par les cellules nerveuses. Il vous dit quel est l'avantage
justement de ce faible KM? Voilà, c'est ça la question, en fait. Quel est l'avantage de cette faible KM? En fait, on avait dit le faible KM, ça veut dire une affinité très très forte. Et l'affinité très très forte, ça veut dire tout simplement l'importance du glucose pour les cellules nerveuses. Donc la faible valeur de Km, en fait, indique que l'enzyme sera saturée principalement par le glucose. Comme le Km est très très faible, donc plus d'affinité vers le glucose, donc ça veut dire qu'il va être saturé en glucose et qu'il travaillera donc à vitesse maximale. Donc ça veut dire la vitesse maximale parce que le cerveau, les cellules nerveuses ou cérébrales, ils vont pas attendre. Hein. La priorité va être justement dirigée vers les cellules cérébrales. Même si la concentration de glucose devrait varier légèrement, si par exemple la concentration de glucose dans le sang descend à des valeurs très très faibles, la priorité en fait va être donnée au même moment, le peu qu'il y a va être concentré vers l'alimentation des cellules nerveuses. Donc il vous dit, même si la concentration du glucose devrait varier légèrement, la capacité du cerveau à cataboliser le glucose n'en serait pas affectée. Voilà. Donc ça montre tout simplement l'importance et le rôle primordial du glucose pour le fonctionnement des cellules nerveuses. Voilà.